Je suis Johan de Marketing 301. Le but de ce podcast est d'aider les e-commerçants à développer leur activité en ligne en leur dévoilant certaines pratiques mises en place par les professionnels du web, qu'il s'agisse d'agences web, de stratégie digitale ou de référencement. Ce podcast est le fruit de plus de 10 années d'expérience accumulée depuis 2006, date de la création de ma première entreprise web. En 2010, je fonde mon agence digitale qui accompagne de nombreux e-commerçants. En 2013, je m'associe et rachète en parallèle de mes activités une société spécialisée dans la vente de produits alimentaires aux professionnels et aux particuliers via sa boutique en ligne. Sur Marketing 301, je partage avec vous les outils les plus efficaces. J'échange également sans filtre avec d'autres professionnels, je cherche à découvrir leur parcours, les outils qu'ils utilisent au quotidien et je tente de décrypter leur façon de penser et d'organiser leur journée. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir comment espionner la stratégie de vos concurrents en e-commerce. Donc j'imagine que c'est un sujet qui va en intéresser plus d'un. L'une des peurs d'un e-commerçant, c'est de voir arriver par exemple sur son marché un concurrent qu'il dépasse progressivement et qui lui vole, qui lui grignote petit à petit des parts de marché. Donc ça c'est vraiment une crainte en e-commerce et c'est normal, c'est même pas quelque chose qui est spécifique au e-commerce, c'est une crainte du commerce, ça s'appelle la concurrence tout simplement, donc je n'invente rien. Mais on va voir comment vous allez pouvoir d'une part vous rapprocher de vos concurrents et connaître leur stratégie ou espionner leur stratégie et voir comment vous éviter de vous faire espionner et de vous faire copier en termes de stratégie de communication. Donc c'est ce qu'on va voir un petit peu dans cet épisode. Avant d'entamer l'épisode, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin de l'épisode, je vous ferai une proposition qui va viser à vous aider concrètement ou à aider plusieurs d'entre vous qui ont déjà des sites e-commerce en ligne, que ce soit le début ou qui soit déjà en place depuis un certain temps. Je vous invite vraiment à écouter la proposition que j'aurai à vous faire en fin d'épisode. Le but, c'est vraiment de vous aider concrètement. Mais avant de vous faire cette proposition, on va donc voir comment connaître la stratégie de ses concurrents en e-commerce. Premièrement, on va se mettre dans le cas où vous vous lancez sur un marché qui est déjà concurrentiel, un marché sur lequel il y a déjà des sites e-commerce en place qui vendent des produits, qui réalisent plus ou moins de chiffre d'affaires sur leur site. Le but, ça ne va pas être de réinventer la roue, mais ça va être de s'inspirer des meilleurs. Si vous arrivez sur un marché qui est déjà trusté par d'autres confrères, il va falloir être innovant, évidemment. Donc, à vous de voir comment vous allez pouvoir innover sur votre offre commerciale ou sur les produits que vous proposez. Mais ça va être surtout de s'inspirer de ce qu'ils font, parce que ce qu'ils font, ça fonctionne déjà. Donc plutôt de dépenser de l'énergie à essayer de tout réinventer, moi ce que je vous propose, c'est d'observer un petit peu ce qu'ils font, et c'est ce qu'on va voir, d'observer ce qu'ils font et de vous en rapprocher pour prendre le meilleur de leur stratégie et appliquer ce meilleur de leur stratégie, l'appliquer à votre business, à vous. Donc la première chose, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça va être d'observer leur catalogue produit. Regardez un petit peu leur arborescence, ce qu'ils proposent sur leur site, comment c'est mis en avant. Alors là, il s'agit d'observer vraiment ceux qui sont les leaders de votre thématique. Il ne s'agit pas d'observer les sites qui galèrent ou qui viennent de se lancer et qui n'ont aucun visiteur. Là, je vous invite vraiment à faire une liste des leaders de votre marché. Alors, ça dépend de votre thématique. Si vous êtes sur le marché, un marché ultra concurrentiel comme le bricolage, évitez d'essayer d'aller copier les stratégies des sites comme Leroy Merlin, Castorama ou autres. Parce que là, effectivement, vous allez peut-être découvrir des choses qui sont innovantes, mais il y a de grandes chances pour que les moyens financiers à mettre en place, à déployer pour mettre en place ces stratégies, soient relativement conséquents et c'est pas le but. Le but, c'est de vraiment d'identifier certains concurrents qui sont dépassables, c'est-à-dire que là on va pas chercher à dépasser Castorama, en tout cas c'est pas le but de l'épisode. Là je m'adresse vraiment aux e-commerçants soit qui se lancent, soit qui cherchent à améliorer leur chiffre d'affaires, qui ont des sociétés ou des structures à taille humaine
et qui vont chercher à grignoter un peu de part de marché sur leur niche. Donc observez le catalogue produit de vos concurrents, de ceux qui se rapprochent le plus de vous, sans aller chercher vraiment les gros leaders nationaux ou pire internationaux, parce que là effectivement, comme je vous disais, il va falloir mettre en place des moyens financiers qui sont un petit peu surdimensionnés, je pense. Et si tel est le cas, je vous invite directement à faire appel à une agence, un professionnel qui le fera pour vous. Si maintenant vous souhaitez mettre en place cela vraiment de façon autonome, regardez leur arborescence, comment ils présentent leurs produits, est-ce que leurs fiches produits sont détaillées ou pas. Alors si elles ne sont pas détaillées, bien évidemment, si vous avez écouté les précédents épisodes, vous savez que moi je prône la fiche produit complète, donc évitez d'aller copier les mauvaises pratiques de vos concurrents. Au contraire, tant mieux s'ils ont des mauvaises pratiques sur leur site, ça va vous permettre de les dépasser beaucoup plus rapidement. Donc le catalogue, les produits, l'arborescence, première chose à observer. Deuxième chose, ça va être les stratégies de contenu. Est-ce qu'ils ont un blog? Est-ce qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils publient régulièrement ou occasionnellement des vidéos sur une chaîne YouTube? Est-ce qu'ils font de la publicité sponsorisée, Google AdWords, de la Facebook Ads, etc., etc. Regardez un petit peu s'ils ont un blog. Allez voir un petit peu la fréquence de publication de sujets sur leur blog. Quels sont les sujets qui sont abordés? Voilà, ça va vous permettre en fait de savoir à peu près ce qui intéresse l'audience de votre niche, puisque si les leaders qui sont devant vous parlent ou abordent certains sujets, c'est probablement que ces sujets intéressent la même audience que vous. Ensuite, vous allez devoir observer leur stratégie de communication. Alors stratégie de communication, c'est très très large. Ce que j'entends là dans le cadre de cet épisode par stratégie de communication, ça va être tout ce qui est fait en SEA, SMO, SEO. SEA, tout ce qui est annonces sponsorisées, donc publicité AdWords par exemple. Est-ce qu'ils font de l'AdWords ou pas? Est-ce qu'ils font de la publicité sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils font de l'optimisation du SEO? Est-ce qu'ils sont bien positionnés de façon naturelle? C'est ce qu'on appelle le référencement naturel. Est-ce qu'ils sont bien positionnés sur Google? Si oui, sur quels mots-clés est-ce qu'ils sont positionnés? Est-ce qu'ils sont positionnés pour un même mot-clé à la fois en SEO et en SEA? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont naturellement présents sur la première page de Google, et en plus, est-ce qu'il y a une publicité AdWords qui vient en complément de ce référencement naturel? Voilà, il va falloir regarder un petit peu et essayer d'identifier ce qu'ils mettent en place pour essayer de comprendre un petit peu leur logique et leur stratégie. Ensuite, quelque chose qui est très important en e-commerce et aussi en commerce, dans le commerce plus traditionnel, ça va être la veille tarifaire, la veille concurrentielle. Le but, ça va être d'observer un petit peu les prix qui sont pratiqués pour les mêmes produits que vous commercialisez sur votre site, afin de savoir si vous êtes correctement placé au niveau de la concurrence. Parce que vous pourrez avoir le plus beau site du monde, si vous vendez le même produit que votre concurrent 2 à 3 fois plus cher, vous pouvez proposer tout ce que vous voulez, l'utilisateur final ira passer commande sur le site de votre concurrent. Donc sans rentrer dans une démarche de guerre des prix qui vise à toujours vendre moins cher que son concurrent et au final plus personne ne fait de marge, ce qui est totalement ridicule puisque le but du commerce c'est quand même de gagner de l'argent, mais de gagner de l'argent en fonction des stratégies de vos concurrents, de l'attente de votre marché. Et pour ça, il y a des outils qui existent qui vous permettent de mettre en place de façon automatique une veille tarifaire sur certains sites, que ce soit en e-commerce ou autres, pour étudier certains marchés, certaines niches qui ne soient pas forcément des niches concernant des boutiques en ligne. Vous avez l'outil par exemple pricecomparator.pro, qui est un premier outil sur lequel je suis tombé, qui permet de mettre en place, d'analyser un marché. Alors il propose certaines offres, je vous laisserai aller voir un petit peu ce qu'il en est. Vous avez un autre outil qui s'appelle Price Observatory. Donc là pareil, c'est un outil qui vous permet de mettre en place une veille tarifaire. Alors là c'est spécifique au e-commerce. Donc je vous invite à aller voir un petit peu ce qu'ils font. Vous avez un autre outil qui s'appelle pricingassistant.com. Donc Pricing Assistant, c'est encore une fois un outil qui vous propose de prendre une longueur d'avance sur vos concurrents et qui vous permet de mettre en place non seulement une veille tarifaire, mais aussi d'optimiser vos campagnes AdWords grâce à une technologie prédictive qui vous permettent en fait de niveler vos prix sur AdWords en fonction des prix de la concurrence. Donc ça peut être intéressant si vous avez une stratégie de SEA, ça peut être intéressant de voir un petit peu ce qu'ils proposent là-dessus. Et enfin, un dernier outil que j'ai relevé, c'est parly.com, P-A-A-R-L-Y.com, qui permet également de mettre en place certaines
certaines stratégies de veille. Alors ils proposent différents secteurs d'activité. Alors apparemment ils ont des références dans le domaine de la santé, de la parapharmacie, du sport, des loisirs, des banques, assurances, maisons, bricolage, bref un petit peu tous les domaines. Je vous laisserai aller voir, tous les liens que je viens de vous citer seront disponibles directement sur les notes de l'épisode comme d'habitude sur marketing301.net/25, et donc je vous laisserai un petit peu jeter un œil sur ces différents outils qui vous permettent de mettre en place une veille tarifaire et donc d'observer un petit peu ce que fait la concurrence et surtout d'être toujours correctement placé au niveau du prix, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre en e-commerce, même si encore une fois je le répète et c'est ce que je prône dans les précédents épisodes, le but c'est pas forcément de rentrer toujours dans une guerre des prix et être forcément moins cher. Vous pouvez être au même prix, vous aligner simplement ou même légèrement supérieur. Par contre si vous proposez un tarif légèrement supérieur à la concurrence, il va falloir proposer une différenciation par rapport à ce que propose votre concurrent. Si vous souhaitez en savoir plus sur ça, sur ce sujet, je vous invite à écouter les épisodes précédents dans lesquels j'en parle un petit peu plus, de façon un petit peu plus précise. Ensuite, une chose que vous allez devoir observer si vous vous lancez en e-commerce, ça va être tout ce qui concerne le SEO, tout ce que font vos concurrents en SEO, notamment le netlinking. Vous savez que sur Internet, pour être référencé ou avoir des chances d'être correctement référencé sur Google, bon, il y a plusieurs critères, environ 250, sans que cette liste soit exhaustive. Il y a environ 250 critères qui sont pris en compte par Google pour positionner les sites plus ou moins bien les uns par rapport aux autres. Et l'un de ces critères, c'est le netlinking, c'est les liens que font certains sites vers votre site. On ne va pas rentrer dans le détail du netlinking, par contre, gardez en mémoire que plus vous aurez de liens qualitatifs, et là j'insiste sur le terme qualitatif, il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de liens, il s'agit d'avoir des liens qui soient qualitatifs. Un lien qualitatif, c'est notamment un lien qui provient d'un site qui lui-même est considéré comme de qualité par Google. Alors, comment savoir si un site est considéré de qualité ou pas par Google? C'est un site qui va lui-même déjà avoir du trafic, va avoir des mots-clés pour lesquels il est correctement positionné sur Google. Voilà, si Google positionne correctement un site sur plusieurs mots-clés, plusieurs expressions clés, ça sous-entend que Google considère ce site comme relativement de qualité puisqu'il le positionne. S'il le positionne, c'est qu'il considère qu'il est de qualité. Alors soit de façon algorithmique, soit de façon manuelle, mais en tout cas, voilà l'une des méthodes qui permettent de voir si un site est qualitatif ou pas. Et donc, le but, ça va être de voir quels sont les liens de vos concurrents. Quels sont les sites qui font des liens vers vos concurrents. Alors pour voir cela, vous avez différents outils qui existent. Moi, celui que je vous recommande, alors j'ai aucun intérêt dans cette société, mais c'est un outil que j'utilise moi-même, donc c'est pour ça que j'en parle, qui s'appelle Majestic SEO. Majestic, c'est un outil, encore une fois, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode, sur marketing301.net/25. Majestic SEO, c'est un outil qui va faire une liste plus ou moins exhaustive de tous les liens qui pointent vers un domaine sur lequel vous êtes en train de travailler ou de faire une recherche. Par exemple, si vous souhaitez étudier le netlinking du site, je vais reprendre le même exemple que tout à l'heure, castorama.com ou .fr, je ne sais même pas d'ailleurs. Bref, vous allez entrer le nom de domaine castorama.com sur l'outil Majestic SEO et Majestic va vous sortir la liste de tous les backlinks qui ont été faits vers castorama.com, vers le domaine castorama.com. Donc d'une part, c'est intéressant parce que vous allez voir un petit peu qui parle de castorama.com, donc qui parle de votre concurrent, mais vous allez aussi surtout pouvoir contacter ces mêmes sites pour savoir s'il n'y aurait pas moyen de faire également un lien vers votre site. Alors soit en proposant un échange de liens, bien que ça se fasse plus trop, mais vous pouvez proposer toujours ça, ou voire entrer en contact. Le but c'est vraiment de rentrer en contact avec le webmaster de ces sites qui font des liens vers vos concurrents pour savoir si vous aussi vous pourriez pas avoir un lien. Voilà, sachant que si vos concurrents ont des liens depuis ces sites, si vous mettez en place le même genre de backlink, bien potentiellement ça va vous aider au moins à vous rapprocher de votre concurrent ou de vos concurrents en SEO, en tout cas en référencement naturel. Vous allez peut-être, potentiellement et de façon progressive, obtenir de meilleures positions sur Google. Petit à petit, bien entendu, ça ne se fera pas en quelques jours, mais c'est une stratégie, une démarche que vous pouvez déjà entamer. Regardez un petit peu, étudier le netlinking de vos concurrents pour essayer de mettre en place un profil de lien relativement similaire et ensuite faire mieux. Mais avant de faire mieux, il faut déjà se rapprocher de ce que fait la concurrence.
Ensuite, vous allez pouvoir utiliser un autre outil que j'utilise également qui s'appelle SEMrush, qui est relativement connu dans la sphère SEO et dans la sphère e-commerce. SEMrush, ça va être un outil qui va vous permettre, entre autres, de visionner, d'espionner un petit peu les mots-clés, les expressions sur lesquelles les sites de vos concurrents sont positionnés. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça va peut-être vous donner des idées de mots-clés sur lesquels vous positionnez ou des idées de produits à ajouter à votre catalogue que peut-être aujourd'hui vous n'avez pas dans votre catalogue. Et dans cette veille un petit peu de positionnement de mots-clés, donc ça revient à faire en partie un audit de mots-clés tout simplement, ça va vous permettre d'identifier vraiment les expressions qui ont plus ou moins de trafic et savoir si c'est intéressant de travailler tel ou tel produit. Si par exemple vous vendez, je sais pas, des aspirateurs sans fil, je vous donne un exemple totalement au hasard, vous allez voir si travailler l'expression aspirateur sans fil est plus ou moins intéressant que aspirateur à batterie par exemple. Bon, c'est un exemple que je viens d'inventer, mais c'est pour vous donner un petit peu l'idée de la démarche, c'est d'espionner un petit peu la stratégie de mots-clés de vos concurrents, voir sur quoi ils sont positionnés, sur quoi ils se positionnent aujourd'hui, pour vous également vous positionner sur ces mêmes mots-clés, ou au contraire, trouver des idées de mots-clés sur lesquels eux ne sont pas positionnés, pour autant des mots-clés qui ont un trafic intéressant et sur lesquels vous allez pouvoir capter des parts de marché en attaquant des mots-clés différents de ceux de vos concurrents. Donc vraiment quelque chose d'indispensable, c'est quelque chose qui se fait de façon quasiment de façon systématique quand on fait appel à un prestataire qui va pour vous faire une prestation SEO ou stratégie de communication web. L'audit de mots-clés, c'est quelque chose d'indispensable et de quasiment systématique. Excusez-moi, je bois un verre d'eau parce que j'ai la gorge sèche. Ensuite, une petite technique SEO, alors c'est à utiliser avec précaution. Si pendant votre audit de mots-clés, vous vous rendez compte que le nom de marque d'un de vos concurrents ou de plusieurs de vos concurrents possède un gros volume de trafic, par exemple, si le nom de votre concurrent fait, par exemple, je sais pas, 6000 recherches mensuelles, bien évidemment que directement, vous n'allez pas pouvoir directement positionner votre site sur le nom de marque d'un concurrent. Tout simplement parce que votre marque est différente de celle de votre concurrent. Et d'un point de vue intention utilisateur, c'est pas forcément pertinent directement d'essayer de positionner votre page d'accueil sur la marque d'un de vos concurrents, puisque quelqu'un qui va chercher, un internaute qui va faire une recherche sur une certaine marque, cherche à aller sur ce site de cette marque et non pas sur votre site ou celui d'un de vos confrères. Donc l'idée, une petite technique un petit peu maligne que parfois on met en place, c'est de créer une page de contenu, donc du texte, des images, qui va parler de votre concurrent. Le but, ça va être d'optimiser cette page pour se positionner sur le mot-clé qui est la marque d'un de vos concurrents. L'objectif, c'est quoi? C'est pas de vous faire passer pour votre concurrent, pas du tout, mais c'est surtout en fait d'avoir une page qui se positionne en top 10 sur un mot-clé qui a un fort volume de trafic. De manière à proposer, en fait, en faisant ça, Google va proposer naturellement une alternative au site qui est recherché par l'utilisateur, au site exact qui est recherché par l'utilisateur, et une alternative en disant, voilà, il y a aussi tel site qui parle d'ailleurs du site que vous êtes en train de rechercher, mais allez voir peut-être sur ce site-là, il y a peut-être des choses similaires que vous pourriez trouver avec des prix peut-être plus intéressants, une offre commerciale plus intéressante. Voilà, la technique, c'est vraiment de se positionner sur le nom de la marque d'un de vos concurrents. Alors encore une fois, il faut que ce soit intéressant, il ne s'agit pas de vous positionner ou d'essayer de vous positionner sur les marques de tous vos concurrents, ça sert strictement à rien, d'autant que si vous arrivez à vous positionner en top 10 sur un nom de marque, il est fort probable que la marque en question n'apprécie pas forcément ce petit tour de passe-passe et vous contacte ou vous mette en demeure d'enlever votre page. Bon voilà, ça dépend comment vous amenez la chose, il faut que ce soit fait de façon relativement fine. Il ne s'agit pas de créer une page en démontant votre concurrent pour vous positionner sur son nom de marque. Le but, ça va vraiment être de vous positionner de façon intelligente, maligne, sur le nom d'une marque qui est déjà connue et qui a déjà un certain volume de recherche pour capter une petite partie de ce volume de recherche et donc grignoter des parts de marché tout simplement. Donc ça, voilà quelques idées si vous vous lancez en e-commerce, quelques idées que vous pouvez déjà mettre en place dès maintenant. Des choses à observer, un petit peu voir ce qui se passe un petit peu sur les différents sites, sur les différents concurrents qui sont en place. Et maintenant, on va voir l'inverse, c'est-à-dire comment ne pas être victime
de l'espionnage, peut-être pas industriel, mais espionnage web, ou comment ne pas être victime de veille concurrentielle. Donc en gros, il s'agit simplement d'éviter qu'un concurrent ne fasse ce que je viens de vous conseiller de faire à vos concurrents. Donc voilà, c'est un petit peu l'envers du décor. C'est d'un côté, vous allez vous servir de ces différentes méthodes pour vous faire progresser votre site, et d'un autre côté, vous allez vous protéger de ce genre de stratégie. Pour faire ça, on va faire l'inverse, même s'il est difficile de tout bloquer, c'est-à-dire que par exemple quand je vous disais d'observer l'arborescence du site, de votre concurrent, le catalogue, les produits qu'il met à disposition, ça bien évidemment vous ne pouvez pas empêcher vos concurrents de le faire. Vous ne pouvez pas bloquer l'accès à votre site à certains utilisateurs, enfin vous pouvez, mais c'est impossible d'identifier qui viendra espionner votre site. Donc c'est quelque chose que vous ne pourrez pas limiter. Ce que vous allez pouvoir limiter, ça va être tout ce qui concerne l'espionnage au niveau du SEO, du netlinking, des mots-clés positionnés, de la veille tarifaire, etc. etc. Alors pour ça, vous allez pouvoir la limiter, vous ne pourrez jamais empêcher un concurrent de faire un relevé de prix sur votre site, il le fera manuellement dans le pire des cas, mais vous allez pouvoir limiter et ne pas lui faciliter la tâche. Pour ça, il va falloir bloquer des bots. Alors, qu'est-ce qu'un bot? Un bot, c'est un robot qui va venir sur votre site, qui va analyser certaines choses en fonction de la fonction qui lui est confiée, des objectifs qui lui sont confiés. Et donc, vous allez pouvoir, depuis le fichier notamment robot-text de votre site, ou depuis votre serveur si vous êtes sur un serveur dédié, on va voir juste après comment faire, vous allez pouvoir bloquer l'accès à certains bots qui ont pour objectif de venir analyser votre netlinking, vos mots-clés, analyser vos prix, analyser vos campagnes marketing, analyser votre présence sur les réseaux sociaux. Bref, vous allez pouvoir bloquer tout ça, et ça c'est plutôt une bonne chose. Il faut savoir que c'est quelque chose qui n'est pas forcément fait par les e-commerçants, de bloquer un petit peu ces bots espions. À savoir que, attention, je ne suis pas en train de dire que ces bots sont mauvais pour votre site. Ces bots sont simplement des utilisateurs fictifs qui vont venir sur votre site et qui, dans le cas d'une veille tarifaire, vont relever toutes vos fiches produits avec tous les prix qui correspondent, tout simplement de façon automatique. Ça permet à l'utilisateur en face qui a mandaté le bot pour venir relever vos tarifs de gagner énormément de temps et surtout d'automatiser cette tâche. Donc vous, ce que vous allez faire en fait là, c'est l'empêcher d'automatiser cette tâche. Et il est fort possible que si vous avez un gros catalogue, ce concurrent abandonne la veille de votre site et s'attaque à un autre site concurrent, plutôt que de relever manuellement tous vos prix, vos liens qui sont vos backlinks, vos mots-clés sur lesquels vous êtes positionné, etc., etc. Donc, parmi les principaux bots à bloquer, donc encore une fois, je vous mettrai une liste des bots à bloquer sur marketing301.net/25. Parmi les bots les plus populaires, bien évidemment, il y a ceux qu'on a cités précédemment. Il y a le bot de Majestic SEO qui va venir régulièrement sur votre site et qui va analyser un petit peu tous les backlinks qui sont faits vers votre nom de domaine. Donc ça, si vous bloquez ça, ça va empêcher vos concurrents de voir un petit peu qui fait des liens vers vous. Donc c'est vraiment très embêtant. Moi je sais que quand je tombe sur le cas d'un site que j'essaye un petit peu d'analyser, de décrypter pour observer la stratégie de netlinking par exemple, si ce site bloque le bot Majestic, c'est embêtant, ça peut empêcher de voir un petit peu les liens qui sont faits. Pareil, vous allez pouvoir bloquer le bot SEMrush qui, je vous le rappelle, vous permet de connaître les mots-clés, les expressions sur lesquelles tous les sites sont positionnés sur Google. Donc ça, c'est intéressant aussi. Si vous voulez éviter que la concurrence sache sur quels mots-clés vous vous positionnez, quelle est votre stratégie de positionnement, bloquez le bot SEMrush. Il y a d'autres bots qu'il faut bloquer comme Ahref, Rank Explorer, pas Rank Explorer, pardon, mais d'autres outils d'analyse de positionnement de mots-clés. Je vous mettrai la liste également sur les notes de l'épisode. Vous en avez un autre bot que je ne connaissais pas et qui peut poser des problèmes sur les sites e-commerce. Alors ce bot s'appelle Trendiction Bot, donc Trendiction comme ça s'écrit, bot, BOT.
c'est un bot qui fait de la veille aussi, analyse un petit peu votre trafic, tout ça. En soi, il fait pas de mal, sauf quand il décide de créer. Ça arrive parfois dans le cas de bots qui bug un petit peu sur votre site. Ça va vous créer, en tout cas c'est arrivé sur le site d'un client, il s'est retrouvé avec des dizaines et des dizaines de paniers vides sur son site. Donc ça fausse d'une part ses statistiques au niveau back-office de son site, puisqu'il y a des paniers abandonnés par dizaines en quelques heures. Donc ça fausse totalement ses stats, mais en plus ça consomme de la bande passante, puisqu'il faut savoir qu'un bot, quand il analyse votre site, c'est un petit peu comme un utilisateur humain. Tant qu'il est sur votre site, il consomme de la bande passante, et si un bot est bloqué sur un tunnel de commande ou je ne sais quoi, il va créer des paniers, ça va saturer votre base de données. À terme, ça peut saturer la bande passante, bref, ça peut poser des problèmes. Donc d'où l'intérêt de bloquer certains bots, peut-être pas tous, mais voilà, le blocage de bots peut aussi vous permettre d'améliorer les performances de votre site indirectement. Alors petite blague à part, parenthèse, ne bloquez pas Googlebot, puisque si vous bloquez Googlebot, vous empêchez Google de venir analyser votre site. Et si vous empêchez Google de venir analyser votre site, Google ne vous positionnera pas. Je ferme la parenthèse, ça paraît évident, mais je préfère quand même le préciser. Donc comment faire pour bloquer ces bots ? Eh bien, il y a deux cas. Soit vous êtes sur un hébergement mutualisé, soit vous êtes sur un hébergement dédié. Alors pour savoir qu'est-ce qu'un bon hébergement, je vous invite par ailleurs à écouter un des épisodes précédents de Marketing 301, qui était l'épisode numéro, je suis en train de rechercher en même temps que je vous parle, c'était quel épisode dans lequel je parlais justement de l'hébergement en e-commerce. Écoutez, je ne retrouve pas le numéro de l'épisode, je suis en train de chercher. Quel hébergement pour son e-commerce? C'était l'épisode numéro 9. Si vous ne savez pas, vous n'avez pas encore choisi d'hébergeur ou quel type d'hébergement choisir pour votre site e-commerce, quelle que soit votre solution e-commerce, je vous invite à écouter l'épisode numéro 9 du podcast. Je réponds à cette question de façon assez précise en vous donnant certains arguments en faveur ou en défaveur de différentes méthodes. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Donc en fonction de votre hébergement, donc si vous êtes en mutualisé, vos possibilités de blocage vont être limitées. C'est les limites de l'hébergement mutualisé. J'en parle également dans l'épisode numéro 9 que je vous laisse le soin d'écouter quand vous aurez un peu plus de temps. Donc si vous êtes en hébergement mutualisé, pour bloquer un bot, tout simplement il va falloir créer un fichier que vous allez nommer robot au pluriel, comme un robot, comme des robots, .txt. Donc c'est un fichier texte. Théoriquement, vous avez déjà un fichier robot texte sur votre FTP. Vous allez ouvrir ce fichier et dedans, il va falloir renseigner ce qu'on appelle des user agents. Ce sont un petit peu la plaque d'immatriculation des bots qui vont venir sur votre site. À savoir que le fichier robot texte, théoriquement, un bot, quand il arrive sur votre site, il regarde le fichier robot texte pour savoir s'il est autorisé ou pas à analyser votre contenu. C'est pas dit que chaque bot tienne compte du fichier robotexte et de ce que vous y mettiez, mais en tout cas, c'est l'une des seules méthodes à mettre en place sur un hébergement mutualisé. Il y a une autre méthode qui consiste à bloquer certains bots depuis le fichier htaccess. Donc c'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais ça se fait. Pour ça, vous faites appel à un professionnel, un développeur, il saura très bien le faire. Mais vous pouvez bloquer également l'accès au bot depuis le fichier htaccess. Le problème du fichier htaccess, c'est s'il devient trop volumineux. Des bots, il faut savoir qu'il en existe des milliers. Donc si vous bloquez, vous faites une liste exhaustive des bots à bloquer, potentiellement votre fichier htaccess va être de plus en plus volumineux. Et plus un fichier htaccess est volumineux, donc là on parle de plusieurs dizaines de milliers de lignes quand même. On ne parle pas de quelques dizaines de lignes, ça va ralentir votre site. Donc voilà, le petit bémol par rapport au htaccess, c'est relativement performant, mais il faut savoir qu'à terme, plus vous en mettrez dedans, plus votre site a des risques d'être plus lent, de ramer tout simplement. Le robot texte, lui, voilà, c'est pas une obligation, c'est-à-dire que le bot, s'il arrive, en théorie, il va voir ce qu'il y a dans le robot texte. Si l'accès lui est interdit, il va ressortir de votre site sans analyser votre site. Si en revanche, il n'y a pas de mention, vous ne le mentionnez pas dans votre robot texte, il analysera votre site. Voilà comment ça fonctionne. En hébergement dédié, vous avez beaucoup plus de possibilités qui sont beaucoup plus efficaces également. Vous allez pouvoir installer un petit outil qui s'appelle Fail to Ban, F-A-I-L, le chiffre 2 et ban, B-A-N. Cet outil, qui est très utilisé sur les hébergements,
Vous connaissez d'ailleurs peut-être probablement, si ce n'est pas le cas, votre infogérant ou la personne qui s'occupe de votre serveur dédié connaît probablement cet outil. Cet outil vous permet en fait de mettre des règles au niveau du serveur, donc on n'est plus au niveau du site, là on est vraiment au niveau du serveur, au niveau des accès serveurs, va permettre en fonction des règles que vous allez mettre de bloquer sous certaines conditions certains accès. C'est-à-dire que le bot n'aura même pas le temps d'aller voir votre robot-texte ou quoi que ce soit. Si son accès répond à certaines conditions que vous aurez préparamétrées dans Fail2Ban, eh bien ça va tout simplement le bannir de façon automatique sans que vous n'ayez rien à faire. Alors vous pouvez le bannir de façon instantanée, mais de façon permanente, mais vous pouvez aussi choisir de bannir l'adresse IP de ce bot pendant pendant une certaine durée de temps, pendant 1 heure, 2 heures, 3 jours. C'est vous qui définissez ce genre de choses, de limitation. Mais là on est vraiment dans une configuration qui est beaucoup plus performante parce que d'une part, le bot n'a même pas le temps d'accéder à votre site, qu'il est éjecté et bloqué, et d'autre part, ça ne consomme pas de ressources contrairement au blocage via le fichier htaccess que je mentionnais précédemment, et même au fichier robot-texte, puisque pour accéder au fichier robot-texte, robot.txt sur votre site, eh bien le bot fait au moins un hit sur votre site, c'est-à-dire qu'il est obligé d'accéder à ce fichier, donc il accède quand même à votre site et il lit le fichier, etc. etc. Fail2Ban, ça empêche, c'est vraiment un blocage avant même d'arriver sur votre site, donc c'est beaucoup plus performant. Voilà l'une des raisons pour lesquelles un hébergement dédié est beaucoup plus intéressant au e-commerce et efficace. Alors, je fais une parenthèse, je viens de vous dire que Fail2Ban allait bloquer l'adresse IP du bot. Alors maintenant, je vais répondre à une autre question. Pourquoi il ne sert à rien de bloquer une adresse IP? Bloquer manuellement des adresses IP depuis votre fichier htaccess, c'est une pratique relativement répandue, ça sert à rien. Pour 2 raisons. Première raison, déjà ça va vous prendre du temps parce que c'est quelque chose qu'il va falloir faire manuellement. Donc dès que vous allez identifier un bot, vous allez bloquer son adresse IP. Mais deuxième raison, c'est que bien souvent les bots, que ce soit qu'ils aient des effets désirables ou indésirables sur votre site, sont amenés à changer d'adresse IP. Ce qui fait que c'est pas parce que vous bloquez une adresse IP d'un bot identifié aujourd'hui que ce blocage sera toujours efficace dans 2 semaines ou dans 2 ans, puisqu'il est probable que ce bot ait changé d'adresse IP d'ici là. Et donc, ce bot reviendra sur votre site, vous l'identifierez à nouveau et vous rebloquerez son adresse IP tout en ayant conservé l'ancienne adresse IP qu'il utilisait bloquée au niveau de votre htaccess, ce qui a pour effet, si cette adresse IP a été réattribuée à un autre organisme, un particulier ou autre, qui lui pourrait accéder de façon tout à fait légitime à votre site, eh bien il se retrouverait bloqué. Donc c'est inutile, ça sert à rien, c'est une perte de temps, une perte d'énergie que de bloquer des adresses IP. C'est pour ça que Fail2Ban est aussi très très intéressant sur les serveurs dédiés, tout simplement parce que vous allez bloquer, vous allez bloquer l'adresse IP, mais vous allez pouvoir définir une durée de blocage. C'est-à-dire qu'automatiquement, cette IP ne sera plus bloquée au bout d'un certain temps. Si vous bloquez une IP pour 1 mois, par exemple, voilà, au pire, le bot va essayer d'accéder à votre contenu au bout d'1 mois et sera à nouveau bloqué pour 1 mois. Donc, ça ne consomme pas de ressources, les adresses IP qui sont bannies sont débannies automatiquement au bout d'un certain temps, ce qui n'est pas le cas avec le fichier htaccess. Si vous voulez débannir une IP ou débloquer l'accès à une IP, eh bien, il va falloir le faire manuellement. Donc vous allez intervenir manuellement pour bloquer et manuellement pour débloquer. Donc voilà, c'est un petit peu fastidieux. Donc voilà pourquoi ça ne sert à rien de bloquer une adresse IP de façon manuelle, tout simplement vous allez perdre du temps. Et une IP peut être réattribuée, et un bot, encore une fois, alors là on est plus dans le cas des bots indésirables, un bot qui arrive sur votre site et qui se fait bloquer via fichier htaccess avec une certaine IP, eh bien c'est possible qu'instantanément il revienne sur votre site avec une nouvelle adresse IP. Et là il va accéder puisque vous n'aurez pas eu le temps de bloquer cette deuxième adresse IP manuellement. Contrairement à Fail2Ban qui lui de façon automatique, si le bot vient plusieurs fois par seconde pinguer votre site avec des IP différentes, eh bien c'est autant d'IP qui seront bloqués instantanément au niveau du serveur. Donc c'est beaucoup plus efficace. Voilà pour toutes ces petites méthodes qui vous permettent un petit peu de connaître la stratégie de vos concurrents en e-commerce, stratégie de communication, stratégie SEO, stratégie de netlinking, de positionnement au niveau des mots-clés, voilà, au niveau des stratégies qu'ils mettent en place au niveau du content marketing éventuellement.
Ça vous donne des pistes pour savoir comment espionner vos concurrents et limiter l'espionnage de votre site. Donc ça, c'est vraiment une base sur laquelle je vous invite à travailler parce que sur le long terme, c'est quelque chose de relativement efficace. Ça vous limite dans la copie de ce que pourrait, enfin, le fait que certains de vos concurrents pourraient copier vos stratégies. Maintenant, comme je vous disais en début d'épisode, j'ai une proposition à vous faire. Je vous propose de mettre à votre disposition mon expertise en e-commerce. Et donc, je vous propose d'analyser, d'auditer vos sites. Si vous avez des sites e-commerce, un site e-commerce que vous venez de lancer ou qui est déjà en place sur Internet, laissez-moi l'URL ou le nom de domaine de votre site en commentaire de l'épisode sur marketing301.net/25 ou en message sur Facebook, sur la page Facebook Marketing301 ou en message privé si vous voulez. Et moi, je vais sélectionner certains sites qui me seront proposés et je vous ferai un audit dans un prochain épisode en vous disant un petit peu ce que je trouve bien, ce que je trouve moins bien. Alors aussi bien au niveau visuel, au niveau expérience utilisateur, au niveau de navigation qu'au niveau technique. C'est-à-dire que je pourrais éventuellement analyser le netlinking que vous avez mis en place, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est à améliorer, ce qui est à conforter, si vous avez des stratégies, commencez à mettre en place des stratégies dans lesquelles j'estime que c'est intéressant de persister. Voilà, je vous propose de faire un audit via un prochain épisode de Marketing 301 de vos sites. Donc l'audit sera bien évidemment public, donc si vous voulez cacher des choses, ça sert à rien de me proposer vos noms de domaine, proposez-moi des noms de domaine que vous voulez partager, non seulement ça vous permettra d'être visible dans la communauté Marketing 301, donc c'est toujours intéressant, mais surtout je vous propose de vous faire un audit de façon totalement gratuite. Je vous donnerai des conseils au niveau de l'expérience utilisateur, des petites choses à améliorer, que ce soit au niveau des couleurs, de l'arborescence, de l'organisation de vos fiches produits, je vous dis de votre netlinking, du positionnement de mots-clés de vos concurrents. Voilà, je pourrais vous donner plusieurs petites choses si ça vous intéresse. Donc laissez-moi les noms de domaine de vos sites en commentaire de l'épisode sur marketing301.net/25 ou sur la page Facebook Marketing 301. Pour ne manquer aucun épisode à venir, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner sur l'application qui vous permet aujourd'hui d'écouter cet épisode, que ce soit sur un ordinateur, sur un iPhone, sur un téléphone Android. Si vous êtes par exemple en train de m'écouter sur Apple Podcast, abonnez-vous au podcast Marketing 301 de façon à recevoir tous les mardis matins le nouvel épisode tout frais dans votre smartphone que vous pourrez écouter au volant, en allant au travail, dans la voiture, en faisant votre footing, en déposant vos enfants à l'école. Voilà, dans les transports en commun, vous pourrez écouter tous les mardis matins à partir de 6h du matin l'épisode de la semaine. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que les conseils que je vous ai donnés dans cet épisode pourront être mis en application. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à me les poser dans les notes de l'épisode. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 301.